Ma relation au travail, elle va mieux. Elle est moins conflictuelle qu'à une époque. Je n'entends pas le travail sous forme de relation. On parle plus de relations avec des amis, avec la famille, avec les amoureux, tout ça. J'ai toujours considéré que le travail n'était pas associé au mot corvée, donc pour moi ça reste toujours un plaisir. Je pense qu'elle est assez conflictuelle. J'ai l'impression que le mode de travail d'aujourd'hui, c'est se lever très très tôt, revenir à la maison très très tard. Et en fait, t'as plus l'énergie de faire d'autres choses le soir. Enfin, j'ai l'impression que forcément, le mode actuel de travail à temps plein pousse vraiment à devenir un mouton. Ma relation de travail est très libre, dans le sens où j'ai jamais été contrainte de faire quoi que ce soit. Et du coup, trop de liberté donne un peu trop de flou et de sentiment de perdre pied. Alors, ma relation au travail, j'aime pas beaucoup ça. Ça me saoule, j'ai l'impression d'avoir le Covid. J'ai oublié le goût de la vraie nourriture, ça fait des mois qu'on mange ça. Mais de quoi tu te plains? T'as déjà essayé de mettre du miel dedans? C'est délicieux! Non mais sérieusement Val, faut qu'on trouve un bon job. Pas un job au Carrefour, hein. Non, tu vois, un job qui nous permettrait de manger autre chose que ça. Ah ouais, genre cuisinier, fleuriste, mécanicien, pompier, astronaute ou prof. Non, moi je veux rien de tout ça. Non, moi je veux quelque chose de simple. Pour Blue, qui a une vision assez naïve d'un travail, cela signifie avoir de la flexibilité, être bien payé, pas à la tâche, avoir des collègues sympas, où il est heureux, avec une bonne assurance, une bonne hygiène et de la sécurité, sans pression. Ah, ouais. Et travailler en fast-food, t'en penses quoi? On pourrait avoir tout ça gratuit? Mais carrément! Viens, on va postuler! Je pense que tu t'emballes un peu. Enfin, tu te souviens de Jasmine? Après son contrat, on l'a pas vue pendant 3 mois. Hein. Enfin, je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je suis sûre que ça avait rien à voir. Elle était sûrement en train d'hiberner. Sérieusement, Val, t'abuses. C'est vrai, elle abuse. Je l'ai rencontrée, elle avait des choses à dire. J'avais besoin de thunes et je me suis dit pourquoi pas aller au Quick. C'était un peu compliqué à gérer au tout début. Et donc à un moment j'en ai parlé avec mes parents et mes parents m'ont fait réaliser que ça prenait trop de place. Et qu'en fait il fallait juste que je relativise et que je me rende compte que c'était qu'un job étudiant. J'ai envie de me donner à 100% dans ce que je fais et me rendre utile. Mais aussi l'institution qui te fait dire en fait tu vas pas rester si tu te donnes pas à fond. Et c'est pas les fast-food maintenant qui vont changer la manière d'agir, quoi, parce qu'en soi, ils se rendent compte qu'en fait c'est positif et que niveau économique bien évidemment, et du coup ils vont pas arrêter ça, quoi. Les vendredis soirs c'est la pire soirée. Il y a les commandes à emporter, enfin les Uber, les Deliveroo, les takeaway, et donc il y a énormément de pression là-dessus aussi. Il faut que la commande soit bien complète, que ça aille vite. Donc moi parfois je me retrouvais avec 5 livreurs devant moi qui étaient dépêchés parce qu'eux aussi voulaient faire leurs courses. Ils voulaient avoir le plus de commandes pour avoir de l'argent. Et plusieurs fois en fait, parfois j'oublie de mettre des sauces, parfois j'oublie de mettre des trucs parce qu'il y a tellement de commandes que voilà, l'erreur est humaine et je comprends que c'est à moi d'être hyper attentif sur ce que je mets, mais bon parfois oui j'oublie des trucs, désolée, et voilà quoi. Et mon responsable est venu, il m'a engueulée, quoi. Mais c'est pas en mode une petite remarque, c'est en mode on en a marre, moi j'en ai marre, vous faites jamais bien, j'en peux plus et tout. Et je me suis dit mais... Je me retrouvais petite fille de 6 ans, je me fais engueuler par mon papa parce que j'ai pas tiré la chasse, enfin je sais pas, mais ça j'avais vraiment mal vécu, je me sentais vraiment mal, quoi. En fait, c'est ça, on prend toujours que les trucs mal, j'ai l'impression. On va pas forcément venir te féliciter parce que t'as bien fait ou quoi. Oui, la pression est là, elle est installée depuis tellement d'années. Et du coup, c'est un peu compliqué de déconstruire ça et de se dire, en fait, oui, le fast-food de base, c'est pour aller vite. Mais est-ce qu'il faut aller si vite que ça? On te rend compte qu'on est dans un truc capitaliste de fou, quoi. Ce qui est primordial, c'est l'argent, c'est le business.
c'est être les plus performants. Je me rends compte que vraiment le côté humain est beaucoup moins présent, quoi. Et ça les arrange d'avoir des étudiants, hein. Niveau fiscal, niveau taxes, niveau rémunération, ça leur coûte beaucoup moins cher. Les étudiants sont beaucoup plus flexibles, ils acceptent beaucoup plus de choses. Et ils seront moins dans la manifestation ou dans la militance ou quoi. Il y avait 5-6 responsables, donc eux qui ont des contrats. Il y avait, je sais pas, 5-6 personnes qui avaient aussi des contrats de longue durée ou des CDI ou de CDD. Et tous les autres, c'était des étudiants. Je sais pas si je recommanderais. Parce que je sais même pas si moi-même, j'aurais fait ça, en fait, en connaissance de cause. Est-ce que j'aurais été dans un quick? Je sais pas. S'il n'y avait pas eu de contraintes financières, auriez-vous fait un travail étudiant? Le principe, selon moi, du travail étudiant, c'est un travail qui est mal payé, qui n'est ni passionnant, ni artistique, ni engageant. Si je travaille dans un restaurant, c'est juste pour avoir de l'argent et pour rien d'autre. Mais je pense que j'aurais jamais fait le premier pas s'il n'y avait pas la contrainte financière. Je pense que même si on avait été riche dans ma famille, on m'aurait dit va travailler, c'est bien pour l'expérience, parce que je pense qu'un travail aussi, c'est pas forcément qu'un salaire. Ok. Peut-être que t'as fait un fast-food, c'est pas une si bonne idée que ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? J'ai une idée. Je comprends pas. Bah, je vais ouvrir un compte Mime. Mime est une plateforme qui permet à des créateurs de partager des contenus exclusifs, notamment en caractère sexuel, avec leurs abonnés. Quand tu y penses, tu choisis tous les aspects de ton travail. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes tarifs, tu choisis tes clients, et surtout, il n'y a pas de patron. Mais t'as lu le bouquin au moins? Ouais, enfin, vite fait quoi. Et puis, de toute façon, j'ai vu des vidéos sur internet, ça a l'air génial. Il y a des histoires assez lourdes. C'est pas que du positif. On va faire une soirée marathon info sur ce sujet. T'as du popcorn? Alors, est-ce que le travail du sexe est un travail libre? Alors, c'est une réponse qui n'engage que moi, mais tout dépend, je pense, dans quel cadre c'est exercé. Je crois savoir que certaines personnes choisissent librement de travailler dans l'industrie du sexe, mais je peine quand même à croire qu'elles soient totalement libres. Il peut l'être et ne pas l'être. Je pense que ça dépend beaucoup des cas, et des mentalités et des personnes et de la situation. Je m'y connais pas assez pour dire plus. J'ai déjà eu des retours de personnes qui sont travailleuses du sexe et qui ont exactement le même plaisir que moi que je peux avoir à aller au travail le matin. La définition du travail du sexe peut être très simple, à savoir que c'est un service sexuel contre rémunération, mais qui se décline sous différentes formes. À l'époque, on parlait plus de prostitution, parce que les mentalités n'étaient pas prêtes à entendre le terme travail du sexe. Parce que le travail donne à l'arrière de ce mot, en termes de définition, un accès au droit. Un cadre légal, une protection, des protections qui sont associées en fait au droit du travail, que ce soit dans le cadre d'un statut d'employé ou un statut d'indépendant.
Là où l'amalgame s'opère, c'est que dans les représentations de notre société, bien souvent, il est encore dans les idées reçues qu'une personne qui exerce cette activité ne peut pas le faire consciemment, librement, et donc, de facto, a un proxénète, est sous emprise ou est victime d'exploitation et de traite des êtres humains. Le travail du sexe ne peut exister, ne peut se faire qu'à partir de l'âge de 18 ans. En dessous de 18 ans, tout est considéré, tout acte sexuel contre rémunération est considéré comme de l'exploitation et est punissable pénalement. Ce n'est pas un métier comme un autre, parce que souvent, les détracteurs de la reconnaissance du statut vont dire « oui, mais vous dites que c'est un métier comme un autre, etc. » Ce n'est pas vrai, on ne dit pas ça. Pour nous, c'est un métier avec des spécificités et qui est compliqué, avec toute une réglementation dans l'organisation du travail. Les TDS, elles ont un travail d'anonymisation, d'anonymat de leurs clients. Elles ont une déontologie dans leur pratique. Elles mettent leurs limites. Il y a, pour la plupart, celles qui choisissent le client, celles qui choisissent du temps qu'elles vont y consacrer, celles qui choisissent le tarif qu'elles vont mettre en fonction des prestations, et elles choisissent quand elles ont envie de travailler, pour la plupart. C'est un métier qui est très compliqué puisqu'elles sont dans l'humain. Moi, j'ai des TDS qui me disaient, moi je suis psy avec le sperme en plus, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils se confient, ils racontent des choses, ils se livrent, et c'est compliqué, parce qu'elles ne sont pas formées à tout ça. Et quand elles ont fini de bosser, elles se mettent en pantoufles, comme la majorité des gens, je dirais, peuvent le faire. On n'est pas travailleurs du sexe 24 heures sur 24. Elles sont confrontées à une violence régulière, liée à des gens qui sont malveillants, qui ont des comportements agressifs vis-à-vis d'elles en rue, etc. Ce sont des personnes qui ont une capacité de résilience par rapport à la violence assez incroyable. Ça va même jusqu'à une forme de banalisation. Un mec voulait être reçu par la fille a refusé, il revient avec son petit groupe de copains pour commencer à cracher sur la vitrine, par exemple. La TDS derrière sa vitrine, elle ferme son rideau, elle attend que ça se passe. Le travail libre, ça n'existe pas. Et je dirais même de manière plus générale, on ne sera jamais totalement libre tant qu'il y aura de l'argent, en fait. J'exerce un travail sur lequel il y a énormément d'idées préconçues, énormément de clichés. On pense qu'on va gagner 5 000 € par mois avec des photos de pieds, on pense que tout le monde va nous aimer et qu'on va devenir une superstar. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui lancent un mime ou un OnlyFans et qui bossent pendant 3 mois et qui au bout de 3 mois arrêtent de bosser parce que ils ont passé le pic de la nouveauté. Puis là, ils se rendent compte que c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler s'ils veulent vraiment se sortir un salaire. Il y a un gros pourcentage de notre revenu qui ne nous reviendra pas directement puisque il y a déjà les plateformes qui se servent de entre 20 et 30% en moyenne directement sur le chiffre qu'on va faire. Et en plus de ça, après, tu as l'État qui va se resservir. Donc je dirais, en moyenne, on gagne 50% de l'argent qu'on fait réellement. Je dirais qu'il y a 2 difficultés majeures. La première difficulté majeure, ça va être le harcèlement sur les réseaux sociaux constamment. Alors même si ça peut renforcer quand sur la journée, tu t'es pris 1000 commentaires de gens qui t'insultent, ça reste pas facile à vivre. Enfin, je connais pas un ou une seule collègue qui un jour n'en a pas eu marre et qui un jour n'a pas craqué à cause des haters et du harcèlement. Après, je trouve qu'il y a une grosse part à pas oublier malgré tout, c'est qu'il y a quand même, comme dans tout milieu, des personnes qui sont malveillantes, des personnes qui vont harceler. Et c'est encore plus violent à vivre le harcèlement intracommunautaire que le harcèlement qui va pouvoir venir de l'extérieur, parce que quand tu te dis que c'est la personne qui fait le même travail que toi, qu'il fait, c'est beaucoup plus dur à vivre et c'est beaucoup plus violent. On est dans un milieu où quand tu fais 1000 km pour aller voir un acteur ou une actrice, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Enfin, tu as des contrats pour te protéger, mais le risque zéro n'existe pas. Faut pas oublier que c'est quand même pas toujours rose. J'ai un orgelet à l'œil gauche depuis bientôt 1 an parce qu'en filmant une vidéo avec une collègue, une vidéo faciale, j'en ai eu dans l'œil. Et ça m'a créé un orgelet, voilà. Un accident de travail.
De manière globale, je me sens quand même assez libre dans mon travail. Les choses contraignantes de mon travail vont moins me contraindre que peut-être certaines personnes. Je bosse peut-être plus de 50 heures par semaine, mais au final, ces 50 heures, je les répartis comme je veux. Je choisis le contenu que je fais. C'est moi qui m'occupe de la création. Si là, aujourd'hui, je veux arrêter les cams, certes, il faut que je réfléchisse à comment remplacer le revenu, mais je peux remplacer le revenu dans un autre sous-groupe du travail du sexe virtuel. Donc, ça m'offre quand même une liberté assez grande, même si la liberté peut être restreinte par le fait que je travaille vraiment beaucoup plus que la moyenne. J'aimerais bien me reconvertir en tant que sexologue parce que qui de mieux pour conseiller les gens sur leur sexualité que quelqu'un qui a pu expérimenter tout type de personnes, tout type de sexualité pendant des années avant et avoir une réelle expérience sur le terrain en plus de l'expérience que les études pourraient m'apporter. J'ai un client que j'ai adoré, qui vient plus, mais lui, son kiff, c'était l'humiliation et il aimait bien me voir faire le canard en cam. Alors, c'est giga drôle à faire, se dire, tiens, tu fais le canard et tu gagnes de l'argent, mais ça l'est. Mais il faut pas oublier que c'est aussi à la fois, moi, je trouve ça super beau de me dire que la personne a eu assez confiance en moi pour oser me dire que c'était ça son kiff. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. On peut aller dormir maintenant. Non. Mais t'as pas compris? Regarde. Cette violence que les TDS rencontrent, elles le voient aussi au travers du numérique et de ce qui peut se passer en ligne. Le webcamming est une forme de travail du sexe, même s'il n'y a pas de contact physique directement avec le client. Donc, quand il y a eu le Covid, du jour au lendemain, les TDS qui travaillaient dans l'espace public ou travaillaient ici dans les salons ont quand même dû continuer à avoir à manger. Comment est-ce qu'elles ont procédé? Eh bien, on a eu, nous, des appels et des demandes de TDS qui nous ont dit comment ça fonctionne le webcamming, comment ça marche, quels sont les codes, quelle est la méthodologie à mettre en place pour travailler en webcamming, arriver à se faire payer sans se faire arnaquer par un client, etc. On a des permanences en ligne, mais on est limité en termes de nombre de travailleurs sociaux. Pour moi, il y a des actions qui sont multiples. La première, donc, c'est la sensibilisation du tout public, la sensibilisation aussi des structures qui gravitent autour du monde du travail du sexe. Concernant le monde du numérique, on a, en tant qu'Espace P, des contacts avec certaines plateformes, certains responsables de plateformes, avec lesquels on fait de la sensibilisation, où eux, en fait, ont des modérateurs. Dans certaines plateformes, elles sont en chat privé. Les chats privés, les modérateurs n'y ont pas spécialement accès, c'est privé. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire en termes de changement de mentalité et de sensibilisation, parce qu'on se rend compte que derrière un écran, c'est beaucoup plus facile d'aller dire ce qui ne va pas, ou d'être parfois très virulent et violent dans les propos utilisés. Et donc, logiquement, d'ici quelques mois, devrait sortir la proposition de loi concernant l'organisation du travail du sexe dans le cadre d'un statut d'employé-employeur. C'est un changement incroyable, vraiment, parce que c'est un message fort aussi qui est donné à notre société de dire on reconnaît, donc la politique, là, elle n'est pas hypocrite. Ça, c'est une politique plutôt de dire on reconnaît que le TDS existe et que le TDS peut avoir une place dans notre société en tant qu'activité professionnelle, avec des droits fondamentaux, qui pour le moment, pour une grande partie, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas pour ça qu'une grande majorité des TDS vont rentrer dans ce système, mais les personnes qui le souhaiteront pourront le faire. Je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, il existe aussi bien des personnes qui exercent ce métier volontairement, comme Yuki, que de personnes qui le pratiquent sous la contrainte, comme Isabelle l'a expliqué. Et visiblement, il y a autant d'expériences positives que négatives. Ouais. J'ai besoin d'une pause. Je vais aller faire la vaisselle.
C'est vraiment pas si facile que ça. Oui, je me suis déjà senti contraint de travailler pour des raisons purement alimentaires. Nourrir mes enfants, me nourrir moi-même, payer un loyer, etc. Toutes ces contraintes de la vie quotidienne. Je me sens contraint de chercher du travail. Mais dans le passé, j'ai pas encore été contraint. J'ai travaillé par choix un peu. Jamais. Non, justement, je suis dans une situation économique et familiale assez gâtée, je dirais. Et on est quand même contraint parce qu'il faut pouvoir se nourrir, se loger et vivre, avoir des activités. Et de fait, on travaille pour ça, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais après, du coup, je suis assez contente parce que j'ai quand même le rapport plaisir-travail. C'était toujours mon choix, quoi. J'étais toujours libre de le faire. Et libre aussi d'arrêter, parce que ça, c'est aussi un truc qui est important. C'est que si je me sens pas bien et que j'ai plus envie de le faire, bah, j'ai toujours eu l'opportunité de pouvoir arrêter. Oui, mais pas par des contraintes extérieures, par des contraintes internes. Je me sens quand même libre. Après, là où je me sens vraiment contraint à fond, c'est que par exemple, vu que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale, ce qui pour moi est très compliqué, en fait, c'est qu'il y a énormément de moments où j'étais forcée à certains moments d'être présent, alors que je l'étais déjà pas juste pour vivre, juste me lever le matin, c'était déjà compliqué. Pas vraiment, pas de manière abusive en tout cas. Personne m'a jamais forcé à faire un travail que j'avais pas envie de faire. J'ai pas de contraintes particulières. Bon, voilà, il y a des horaires, il y a des choses, mais c'est pas quelque chose qui, moi, me frustre ou me... Je suis dépité, Val. Comment ça se fait qu'on a autant de mal à trouver un job qui nous convienne? Alors que, enfin, on a le choix, quoi. Je sais pas. C'est peut-être compliqué, mais je suis sûre que c'est pas impossible. Allez. Viens, on va prendre l'air et le soleil nous redonnera des forces. J'ai trouvé! Pendant que Blue et Val rentrent chez eux, selon vous, être travailleur-travailleuse domestique a la même valeur qu'un autre travail? Mais oui, bien sûr. Je sais pas comment élaborer à ça. C'est un travail. Tous les travails ont la même valeur. Malheureusement, les gens qui font des titres-services, ils sont moins valorisés. Mais je suis pas d'accord avec ça et c'est pas juste. Oui, tout à fait, même plus, parce que c'est un travail sous-coté en termes d'effort physique. C'est la société qui met des échelons de valeur au travail. C'est pas le travailleur. Les personnes qui sont aisées financièrement ont un peu la flemme de garder leur enfant ou de faire le ménage chez eux. Et donc le travail existe que pour les soulager de cette responsabilité qui normalement leur revient. En tout cas, moi, mon expérience en travaillant en tant que job étudiant, c'était quand même assez compliqué parce que tu travailles avec d'autres personnes qui ne font pas le nettoyage et tout. Tu sens un peu le dédain de certains. On sait très bien, on s'en a rendu compte surtout avec la crise Covid, que les métiers titre-service, comme les métiers de nettoyage, comme les métiers les éboueurs, etc., sont des métiers qui sont invisibilisés mais primordiaux et vitaux. C'est parfait! Blue et Val n'ont pas l'air très informés, mais qu'en pensent les syndicats? Il y a pas mal de travailleuses domestiques dans le secteur informel qui trouvent le travail à travers les réseaux, à travers Facebook beaucoup. Et sinon, c'est le bouche à oreille. C'est aussi les relations, par exemple, intracommunautaires. Il faut remarquer aussi qu'il y a une hiérarchisation entre les populations, déjà particulièrement fragilisées et précarisées. C'est-à-dire que les personnes originaires d'Asie qui parlent anglais vont trouver beaucoup plus facilement du travail que des travailleuses domestiques sans papier, marocaines ou afro-descendantes, noires. Il y a vraiment un racisme, en fait, qui s'organise et qui va hiérarchiser, en fait, les discriminations qui s'opèrent, en fait, dans ce secteur-là. Directive victime, article 1er. Toute victime a le droit d'être défendue et protégée, quel que soit son statut. Directive sanction, qui est censée, en fait, sanctionner les
patrons abuseurs qui font appel à des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Dans les faits, ce sont les travailleurs et travailleuses qui sont exploités, qui ne dénoncent pas en fait l'exploitation au travail, le harcèlement sexuel, les violences au travail. Aucun mécanisme de protection n'existe aujourd'hui. Alors, le statut des travailleuses, travailleurs, mais plus de 90% sont des femmes, dans le secteur domestique ou le secteur de care, et même dans le secteur plus déclaré des titres-services, c'est un statut soit de travailleuse déclarée, ça c'est une nécessité dans le secteur des titres-services, ou dans le secteur des aides ménagères par exemple, qui n'est pas réellement le même que celui des titres-services. Et puis, il y a le travail non déclaré parce qu'il y a une pénurie structurelle dans la société. Les nouvelles engagées dans les titres-services doivent venir avec leurs clients. Hein. Elles doivent d'abord trouver 8 clients. Et là, l'agence dit, ah oui, 8 clients, ça devient intéressant. C'est peut-être 3 heures minimum, donc c'est 8 fois 3, 24 heures. C'est intéressant pour la travailleuse et c'est intéressant pour l'agence de titres-services. Il serait pertinent d'entendre le témoignage d'une personne concernée. C'est quelque chose que j'aime bien faire et je sais bien le faire parce que je ne pourrais pas faire quelque chose que je n'aime pas. Et on passe plus que la moitié de la vie dans un travail, donc je dois faire quelque chose que j'aime bien. Et là, des maisons que tu rentres et que, mon Dieu, c'est le bordel complet et que ça prend beaucoup plus d'énergie et de gérer beaucoup plus mieux le temps. Il y en a des autres que tu rentres et que, voilà. C'est payé par heure et c'est tout. On nous donne à l'heure, on est payé à l'heure. Si on fait 9 heures, on paye 9 heures. Si on fait 8 heures, parce que le chiffre limite d'heure, c'est 9 heures. À la nuit, on est fatigué complètement. Oui. Et aussi, les bras, voilà. On sent que ça affaiblit, j'imagine, les personnes qui font et qui n'aiment pas. Là, c'est pas seulement les bras, c'est tout, je crois. Les clients, parfois, ils essaient de... Comme garder les enfants. Nous, on ne doit pas garder les enfants. On ne doit pas nettoyer les cages des animaux, des choses comme ça, on ne doit pas le faire. Eux, ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas. Comme nettoyer, ils pensent que, voilà, je demande pour qu'elle nettoie les escaliers de l'immeuble, il va le faire parce qu'il est là, il nettoie. Mais non, c'est dans la maison qu'on doit nettoyer, pas à l'extérieur. Mais parfois, il y a des clients qu'on nous demande et nous, on le fait si on veut, mais on n'est pas obligé de le faire, c'est interdit même. L'aide ménagère, elle doit être consciente que c'est une fois elle dit oui, la deuxième fois s'il dit non, ça va faire un peu plus de problèmes. Donc, on doit avoir toujours un limite, tu vois. On doit pas, ça ne nous appartient pas à le faire, on ne doit pas dire oui. Parce que être sympa et après, c'est déjà une obligation, c'est déjà une grande différence. Ah, j'étais chez une cliente et j'ai glissé dans la douche et j'ai tombé tout sur le côté gauche. Et voilà, ça a pris beaucoup de temps quand même. 3 ans et ça ne bougeait pas. Je faisais beaucoup de kiné et des injections pour la douleur et tout. Et après, voilà, comme ça n'a pas marché, aucune chose, j'ai dû être opérée. Et voilà, c'est 4 ans à faire la kiné, à faire beaucoup d'exercices et des radios pour voir et tout. Donc, voilà, je ne pourrais pas faire aucune chose parce que, voilà, c'est vrai, je travaille avec la droite, mais ma gauche, elle m'aide beaucoup plus que ce côté droit. Donc, non, je ne pourrais pas faire, non. Et en plus, je suis en invalidité, comment on dit, invalidité à payer par l'assurance. Donc, ça s'est fraudé, non? Oui. La formation, c'était par rapport à, voilà, comment le comportement envers les clients,
des produits qu'on devait ou ne devait pas les mélanger. Et aussi, comment je veux dire, avoir la distance. Pas d'amitié entre les clients et les ménagères, mais ça c'est presque un peu impossible de le faire. On ne m'appelait pas parce que je n'avais pas de bons résultats dans la formation que je faisais, mais parce qu'ils pensaient que je n'étais pas habillée comme ça. Donc voilà. Donc, et lorsqu'on a connu, directement j'étais engagée. Moi je travaille toujours seule. Je ne connais pas des aides ménagères qui travaillent dans l'entreprise que je suis. La prise de conscience, elle va émaner du contact avec d'autres travailleuses de ce secteur. Mais quand on travaille auprès d'un particulier, on ne voit pas d'autres travailleuses. On ne sait pas qu'en fait, nous, on travaille pour 5 € par heure, mais en réalité, la travailleuse d'à côté, qui travaille peut-être dans les titres services, où les conditions ne sont pas faciles, certes, mais où elle va gagner, par exemple, 13 € par heure. Donc, il s'agit pour nous aussi, d'ailleurs, dans l'organisation syndicale, de les mettre au contact les unes des autres pour permettre aux unes et aux autres de se rendre compte qu'en fait, elles partagent les mêmes conditions de travail, mais des statuts différents qui vont renforcer en fait l'exploitation de certaines. Quand on ne sait pas comment payer son loyer, qu'on en est à gagner 500 € par mois, mais qu'en fait le loyer est de 600 au bas mot, on n'a plus le choix. On prend tout ce qu'il y a, dans les pires conditions. Et on pense à toutes celles qui l'ont fait avant les travailleuses migrantes sans papier. On pense à Christiani Fernandez, qui est morte justement suite des viols répétés par son patron sur le lieu de travail. On pense à toutes ces femmes qui sont violentées chaque jour. On pense à cette serveuse dans le restaurant asiatique qui est harcelée chaque jour par son patron sexuellement, mais qui n'ose même pas dénoncer en fait cette violence parce que sinon elle ne saura pas comment payer son loyer et envoyer de l'argent dans son pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces femmes en fait qui travaillent ici, évidemment, elles répondent à leurs besoins fondamentaux et puis elles envoient tout ce qui reste à leur famille dans leur pays parce que peut-être que leurs enfants ou leurs parents ont besoin d'elles. Et il faut penser à ça aussi. Une travailleuse dans le secteur domestique, dans le secteur de care et dans le secteur des titres services déclarés, elle va contribuer à la sécurité sociale. Tandis qu'une travailleuse non déclarée parce qu'elle est migrante sans papier, par exemple, elle va travailler même malade. Les femmes sans papier n'ont même pas accès à l'inégalité salariale. Le manque de reconnaissance de ce travail, le manque d'importance qui est accordé à ce secteur, l'invisibilité du travail lui-même sont occasionnés en fait par des choix politiques qui ne prennent pas en considération la place des femmes. C'est quand même beaucoup plus facile de dire « Attention, les migrants vont nous prendre notre travail, en plus ce sont des criminels » et détourner ainsi l'opinion publique des réelles urgences dans la société. Il y a 108 métiers en pénurie, rien que pour la région de Bruxelles-Capitale, c'est énorme, sans prendre en compte en plus le travail domestique. C'est pourquoi il est nécessaire justement à un moment donné de remplir en fait les conditions qui permettent justement d'accéder à un travail légal, de pouvoir porter plainte, de pouvoir accéder aussi à une formation pour pouvoir s'auto-émanciper d'un secteur en fait qui est un secteur reproductif où on va reproduire en fait notamment les inégalités structurelles entre les hommes et les femmes. Les 3 revendications fondamentales de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles. 1. C'est être protégée durant toute la procédure de plainte lorsqu'elle dénonce les violences au travail et les violences de genre sur la sphère publique. 2. C'est avoir accès à un travail légal et digne en assouplissant justement les conditions pour accéder au permis unique. 3. Un accès à la formation dans les métiers en pénurie, dans les fonctions critiques. Et ça veut dire aussi reconnaître d'abord le travail domestique comme fondamental dans la société. Il n'est pas dans la liste des métiers en pénurie. Il ne peut pas donner accès à un permis unique. Est-ce normal alors qu'il y a une pénurie structurelle dans la société? J'avoue que j'ai pas espoir.
Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Pourtant, on a tout tenté. Enfin, on a cherché sur Internet, dans notre entourage, on a mis des affiches dans la rue. Comment font les gens pour trouver un job qui leur convienne? Peut-être que personne n'y arrive. Peut-être qu'au final, tout le monde accepte des contraintes. Tu veux dire qu'on se force à accepter? Mais pourquoi? Pour avoir une certaine qualité de vie. Subvenir à ses besoins. Gagner de l'argent. Ouais, pour survivre plutôt. Ouais, dans certains cas, c'est plutôt ça. Dis, tu te souviens de l'article 23 de la Déclaration des droits de l'humain? Ah ouais. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. C'est pas gagné non plus. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une expérience conforme à la dignité humaine est complétée, s'il y a lieu par tout autre moyen de protection sociale. Et enfin 4, toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, comme toute loi, c'est rédigé pour envisager tous les cas de figure possibles et imaginables. Sont-ils respectés dans tous les cas? Évidemment non, et c'est donc l'exception qui fait la règle. Oui, c'est ce terme-là aussi qui me fait bugger, conforme à la dignité humaine. On pouvait pas faire plus vague que ça, quoi. Quand les lycéens se rendent compte qu'il y a beaucoup de milieux, surtout beaucoup de pays, où cet article n'est pas respecté, et c'est devenu un peu trop normal. Je pense que les personnes migrantes et sans papier ont vraiment pas accès à tous ces droits, et même dans certains cas, c'est pas respecté. Donc on parle de salaire égal pour un travail égal, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que travail égal entre moi qui suis au chaud, derrière un bureau avec des horaires hyper agréables, est-ce que c'est équitable par rapport à d'autres métiers qui vont être beaucoup plus difficiles physiquement et qui n'auront pas forcément les mêmes droits auxquels j'ai accès? Les droits de l'homme, c'est a une responsabilité morale, n'a pas un poids vraiment juridique. Donc simplement en mode... bon, je simplifie le truc. Je suis content qu'il y ait ces droits de l'homme, bien évidemment, je suis contente. Mais ça reste très synthétique, en mode... C'est ça qu'il faut faire, après à vous de gérer. Mais dans la réalité, ça marche pas. J'ai l'impression que dans n'importe quel travail, on sera toujours dans une cage. Ouais, mais quitte à choisir, tu vois, moi je préfère être dans une cage en mousse. Truc plus flexible, plus doux. Ouais, mais nous au moins, on peut choisir. C'est pas le cas de tous ceux qu'on a vus. Et tous ceux qu'on n'a pas vus, et tous ceux qui sont encore dans l'ombre. T'as vu comment on galère à trouver un taf, alors qu'on a accès à une panoplie d'options? Ouais, on a certains privilèges par rapport à d'autres, c'est sûr. Ouais, mais ça devrait même pas être des privilèges en fait, ce sont des droits de base. Il faudrait se battre pour que tout le monde ait les mêmes droits, tout humain, comme dans l'article 23. Que chacun puisse choisir sa cage. Ou pas. D'autres l'ont refusé et ont trouvé des alternatives. Ouais, c'est vrai. Puis il y en a encore plein d'autres à inventer. On a trouvé notre vocation. Enfin non, notre devoir. On va lutter contre les inégalités dans le monde du travail. Mais comment on va faire ça? Alors ça, j'en ai aucune idée.